Alors c'est avec une grande joie ce matin que la DESI ouvre cette table ronde. Souvenez-vous, il y a un an, nous étions venus vous présenter quelles étaient les grandes pistes de travail du FONGEP sur cette question des modèles socio-économiques associatifs et des modèles socio-économiques du monde GEP. Nous avons continué à avancer avec les équipes du FONGEP, les administrateurs, et nous avons la joie pour certaines, notamment une première recherche-action déjà lancée, vous présenter ce matin 4 grandes logiques de recherche-action qui vont venir nourrir ce projet. L'idée, bien évidemment, ce matin, c'était de vous présenter finalement les 4 grandes recherches-actions sur les questions des modèles socio-économiques du monde GEP qui vont être lancées et pilotées par le FONGEP. Je pense qu'on peut dire que c'est sans doute le projet de plus grande ampleur partant du terrain pour le terrain qui est mis en place sur la question des modèles socio-économiques, à la fois dans une visée de nourrir la réflexion, mais aussi de nourrir l'action, et puis bien évidemment d'avoir des retours d'expérience nourris, et puis de trouver des solutions, et vraiment d'être dans cette visée que vous portez tous, qui est vraiment une visée de transformation sociale. Alors, on va vous présenter, je vais vous présenter très rapidement nos 4 intervenants. Donc Maïté Jouan, qui est jeune docteur depuis, je crois, quelques jours, mais nous sommes ravis, au sein de la chaire ESS du CNAM, qui est pilotée par Jean-Louis Laville, Charles-Benoît Etsick du Rameau, Hugues Bazin du LISRA et Romain de Messy d'Atémis. Alors, je vais démarrer par vous êtes à ma droite directement, Romain de Messy. Le Atémis, donc vous êtes chercheur, économiste consultant, chercheur associé à Atémis. C'est un laboratoire d'intervention et de recherche qui a été créé en 2001. Et qui a une approche tout à fait pluridisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, finalement, quelle est la spécificité d'Atémis, et puis, de votre regard, finalement, quelle est votre vision des grands enjeux du monde associatif, du monde GEP, et finalement, quels sont les travaux que vous avez pu mener déjà sur les questions des modèles économiques? Merci. Merci à vous tous de nous accueillir là, enfin de m'accueillir aujourd'hui, et très enthousiaste des premiers échanges sur justement, enfin pour travailler notamment avec ce monde ce monde GEP. Alors la spécificité d'Atémis, elle est fondée sur une approche qui est centrée autour de la question de la centralité du travail, c'est-à-dire cette idée que le travail est une activité particulièrement importante et constructive, et dans laquelle en fait on accède finalement à travers l'activité et la réalité du travail à des problématiques qui nous permettent de remonter jusqu'à des enjeux très larges, très globaux, dont notamment la question des modèles économiques, mais plus largement on pourrait dire aussi la question des modèles de développement de territoire et on va dire en perspective la question d'un développement durable au sens plein du terme. Les principaux enjeux que nous on voit, qu'on a identifiés autour de la question JEP, je ne vais pas la prendre par vos structures d'abord, mais peut-être par une dimension un peu globale. Atémis a construit une approche depuis donc une bonne quinzaine d'années, plus d'une quinzaine d'années maintenant, sur une analyse critique en fait des modèles économiques actuels, avec un propos fondé notamment autour de ce qu'on perçoit, c'est l'essoufflement finalement d'une logique productive qui touche bien tous les acteurs. Hein. Je ne parle pas uniquement d'acteurs de production privée, hein. Je ne parle pas que d'entreprises, hein. Je parle bien d'une logique productive au sens large du terme, inspirée par une logique, ce qu'on appelle industrielle, c'est-à-dire fondée à l'époque industrielle, et qui s'est diffusée dans le temps à l'ensemble des activités, est devenue une sorte de représentation, de manière de penser dominante, qui s'avère particulièrement en difficulté aujourd'hui,
pour des raisons déjà on pourrait dire du côté de sa durabilité. C'est les tensions que l'on connaît sur les approvisionnements en matière, sur l'emploi de ressources, sur les dimensions environnementales, pour parler un peu vite, mais aussi du côté de son incapacité à répondre à des enjeux sociaux, à des enjeux sociétaux, qui cette fois-ci intéressent déjà un peu plus notre sujet ici. Alors cette logique industrielle, pour aller très vite, ce qu'on met derrière, c'est en fait une représentation du monde où on fait comme si tout ce que l'on produisait finalement répondait aux mêmes caractéristiques que les biens. C'est-à-dire que quand il y a 250 ans, je mets cette date-là pour situer autour d'Adam Smith, c'est-à-dire le moment où se fonde quelque part cette pensée industrielle, on réfléchit à la manière de produire efficacement et à ce que c'est le développement, à le définir, etc. En fait, on pose une vision dans laquelle ce qu'on produit, c'est nécessairement quelque chose qu'on définit à l'avance, dont on maîtrise le périmètre immédiatement, qu'on échange sous un format transactionnel, c'est-à-dire sur un marché, où on échange de manière où on sait qu'on n'a pas besoin de savoir qui achète et savoir qui vend, qui propose et qui consomme. Au final, seul compte le produit standardisé que l'on a formalisé, dans lequel on a également une approche de la manière de produire qui est basée sur une productivité qui est poussée sur soit de l'intensification du travail, du progrès technique ou technologique comme appui à ces affaires, ou des économies d'échelle avec une manière de financer l'activité qui est basée sur le volume. Plus je multiplie mes interventions, plus je multiplie mes unités de production, plus je gagne d'argent et plus je m'en sors. Et puis un modèle de gouvernance qui a un périmètre réduit sur l'activité, sur le domaine de propriété, si je parle un peu largement de la question, c'est-à-dire un périmètre connu à l'avance et où les effets induits ne relèvent pas de la responsabilité du producteur, mais de la collectivité. Ce modèle industriel, il ne s'est pas limité au monde de l'industrie, au sens de la transformation de la matière. Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il est dominant et déployé partout. On le rencontre dans l'hôpital, vous avez ça quand on pense à la tarification à l'activité, c'est-à-dire on définit a priori ce que c'est l'output de l'hôpital et sur sa partie matérielle, mesurable, comptable. Vous le rencontrez également dans des activités de service, qu'elles soient marchandes ou non marchandes. On le retrouve dans l'éducation, on le retrouve y compris dans le monde associatif, par exemple dans les règles d'insertion, dans les échanges entre les structures d'insertion et leurs financeurs. On le retrouve aussi, du coup, c'est notre idée, dans le monde GEP, c'est-à-dire que vous êtes aussi confronté à cette vision industrielle qui est du coup qui sous-entend un modèle, une manière de produire, d'évaluer, de compter, qui est particulièrement peu en phase en fait avec les activités de type serviciel. Or, il nous apparaît que les activités GEP sont particulièrement servicielles. Ce que ça veut dire, c'est que dans le monde GEP, déjà, ce que l'on produit, ça n'est pas que des éléments mesurables. Ce n'est pas le nombre de personnes que l'on accompagne qui traduit la production de ce que l'on fait, mais c'est bien ce que l'on produit avec eux. Et dans ce que l'on produit avec eux, il y a bien avec eux. Et donc, il y a un impétrant supplémentaire par rapport à la vision industrielle, c'est celle du bénéficiaire, qui vient aussi avec ce qu'il est, avec sa capacité, avec son engagement. Et donc, on ne maîtrise pas à l'avance le périmètre de ce que l'on produit. C'est vrai pour les activités GEP, mais comme c'est vrai pour n'importe quelle activité de service. Votre coiffeur, il va être plus ou moins efficace si vous êtes capable de lui dire ce que vous voulez à l'avance, ou si vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous voyez bien que d'un côté, c'est facile, de l'autre, c'est plus compliqué. Je prends cet exemple parce que c'est marchand, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais quand même, ça déplace par rapport à la question du bien. On ne peut pas faire comme si une coupe de cheveux, c'était un bien. Or, vous voyez bien que vos coiffeurs, ils affichent un tarif à la coupe, comme s'ils savaient à l'avance exactement la quantité de travail qu'ils allaient devoir y mettre. Alors que non. Et en plus, ce qu'ils produisent, c'est pas qu'une coupe, c'est pas que le geste technique. C'est aussi l'accueil. Est-ce qu'ils discutent avec vous ou pas? Est-ce que vous avez envie de discuter ou pas? Et donc, ils s'adaptent en direct, en fait, à vos demandes, à vos sollicitations, qui font tout pour les sortir du cadre prévu à l'avance. Donc, vous voyez que dans une activité aussi simple et basique de service, tombe la projection que ce que l'on produit, on peut le définir à l'avance, l'organiser, etc. Et ça, il me semble que c'est aussi vrai pour vos activités.
Du côté de la manière de produire, comme on ne sait pas ce qu'on produit à l'avance, l'enjeu de la productivité, c'est pas forcément de dire je vais multiplier les interventions à périmètre constant de ressources. On ne sait pas ce qu'on va y mettre à l'avance. Par contre, on connaît les leviers pour être plus efficace. Vous avez parlé de sécuriser sur 3 ans tout à l'heure les associations. On voit bien que l'adoption dans le temps, d'avoir le temps, c'est aussi un moyen d'être capable de produire plus. En termes de valeur, je parle, hein, c'est-à-dire de produire des choses qui ont une plus grande valeur. Et donc, l'adoption, c'est un levier de productivité. Ce n'est pas vrai dans le monde industriel. Dans le monde industriel, je rappelle, hein, cette logique de pensée, l'adoption, ça n'a aucun intérêt. Capter à un moment des clients, je vais faire exprès de forcer le trait, capter des clients, c'est un moyen de multiplier les interventions. Mais pas de produire plus de valeur. D'ailleurs, un des mécanismes, c'est de faire d'être le moins cher possible, de produire une valeur tout juste qui réponde aux besoins immédiats, de manière à renouveler très souvent les achats. Donc, vous voyez que c'est une manière de... on ne joue pas sur cette mécanique d'adoption. Or, pour vous, connaître vos publics dans le temps long, y compris coopérer avec d'autres intervenants dans le temps long, connaître ce que font les autres autour de vous et en quoi ils peuvent contribuer aussi à vous aider à produire de la valeur dans un mode qui n'est pas celui de la concurrence mais de la coopération, ça a une valeur, ça aide à produire quelque chose d'autre. Par ailleurs, dans ces autres leviers pour être productif, pour être plus performant, mais vous voyez bien que je ne prends pas au sens, on pourrait dire, classique de la performance, c'est-à-dire être capable de produire une plus grande valeur, je ne parle pas que de valeur monétaire, mais bien une valeur au sens large du terme, ben, ça demande aussi à développer des approches qui permettent justement de co-intervenir, de ne pas être que sur une intervention, par exemple dans le sport, quand les personnes que l'on voit ont aussi besoin de tout un tas d'autres activités pour que votre intervention soit efficace, pour que votre intervention produise de la valeur. C'est-à-dire justement casser une sorte de logique de silo qui fait que, comme on a des standards très fléchés qu'on veut mesurer à l'unité, on a des oiseaux qui nous... C'est inattendu ici. Quand on découpe l'activité en petits points, en petits standards, on crée des barrières, des silos, en faisant comme si quelqu'un qui vient, qui est intéressé par, je sais pas moi, son développement par le sport, et un sport qui n'est pas celui de la compétition, mais un sport aussi intégrateur, aussi ouvert de découverte, d'apprentissage, comme s'il n'était pas intéressé par les autres aspects de l'éducation, alors qu'il est aussi intéressé par ces aspects. Mais vous voyez que le mode de financement, de comptabilisation, etc., tout ça, invite à créer des séparations qui ne sont que des séparations formelles, quelque part, qui ne sont pas les choses qui sont nécessaires du point de vue de l'activité. Je reviens à cette idée du point de vue de l'activité. Alors, Romain, pardon, parce que vous m'aviez dit que ce serait dur de vous arrêter. Je laisse. Et puis, mais est-ce que vous pourriez nous dire aussi, du coup, quelle est votre recherche-action au sein du FONJEP et comment, de cette posture si particulière que vous nous décrivez, quelles propositions vous avez faites pour travailler sur la question des modèles économiques du monde GEP? Alors, je pense que vous avez compris la mécanique. Effectivement, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Mais donc, du coup, notre proposition d'expérimentation, c'est de partir effectivement du réel des activités GEP et de questionner dans ce réel des activités GEP, justement, essayer de décaler le regard d'une représentation trop formalisée de votre activité. C'est-à-dire que la difficulté quand on est dans des activités qui ont des modes notamment de financement particuliers, c'est que le mode de financement devient la frontière du mode de pensée. Et donc repartir de qu'est-ce que vous produisez ? Pour qui vous le produisez? Comment vous le produisez? Avec qui vous le produisez aujourd'hui? Et si on repart de l'enjeu, comment on peut élargir quelque part ce périmètre? Nous, on parle d'une vision de dézoom, c'est-à-dire sortir du cadre d'aujourd'hui formalisé, essayer de le penser très globalement, y compris en lâchant les questions de financement un temps, pour ensuite se dire comment on fait évoluer du coup le périmètre dans lequel on réfléchit. Et donc, ce que l'on propose en termes d'expérimentation, c'est de partir d'un groupe territorial, c'est-à-dire d'un groupe dans un même territoire, de structures GEP, pas forcément déjà d'ailleurs en coactivité, qui ne sont pas forcément déjà en coopération, mais qui ont au moins le fait de partager ce même territoire, pour analyser leur activité, donc le réel de leur activité, le modèle économique sous-jacent, les modes de financement, etc. bien sûr, pour justement les aider, travailler ensemble ce dézoom
Alors collectivement, c'est-à-dire nous on peut faire ça, mais il y a aussi une expertise des locaux sur ce qu'il est possible de faire, sur les autres acteurs, etc., que nous on n'a pas, on ne connaît pas tous les territoires de France et de Navarre, et encore moins par la lecture GEP, il faudrait que je sois une asso FONGEP pour ça. Donc s'en remettre aussi à une co-expertise partagée, nous étant plutôt à animer à partir d'une grille de lecture particulière qui est celle de l'écho de la fonctionnalité de la coopération. Je ne vais pas plus loin parce que sinon ça va être long. Donc faire ça pour ensuite, à partir de ce que l'on voit de la réalité de l'activité, mettre en discussion qu'est-ce qu'on peut inventer de neuf, comment on peut réviser le périmètre d'activité, les coopérations possibles, les besoins d'ailleurs de coopération, les acteurs potentiellement intéressants, y compris sur le territoire, pour ensuite remonter dans une troisième étape, quelque part, aussi à des demandes adressées au réseau GEP. En disant, mais si je bouge, comment ça demande un autre appui de mon réseau? Comment ça demande un autre appui du FONGEP? Qu'est-ce que ça réclame de ressources supplémentaires, d'espaces plus intéressants, de coopération, justement d'animation d'une sorte de vie collective des structures GEP. Vous voyez, le mouvement, c'est partir d'un territoire particulier, des structures qui sont de leurs propres enjeux, de ce à quoi elles sont confrontées, de sortir du périmètre de l'activité actuelle pour questionner un périmètre possible, et ensuite voir comment on rend ce possible du coup réalisable, et avec quelles questions ça soulève entre les structures et avec le réseau GEP. Voilà. Merci beaucoup Romain. On aura un petit temps de questions-réponses et puis il y aura aussi cet après-midi des ateliers pour approfondir. Maïté, je vous donne la parole pour nous dire finalement quels sont les grands travaux, puisque vous êtes là pour représenter Jean-Louis Laville qui ne pouvait pas venir ce matin, pour nous expliquer finalement de votre point de vue et de tous les travaux de la chaire ESS portée par le CNAM, mais aussi par le LISE, Laboratoire interdisciplinaire en socio-économie, de nous dire finalement quels sont, de votre regard, les grands enjeux en matière de modèle socio-économique du monde GEP, et finalement quels sont vos grands travaux de recherche aujourd'hui, quels sont les grands travaux de recherche qui sont portés dans cette chaire et dans ce laboratoire. Merci. Alors, je vais essayer de traduire la pensée, la théorisation de Jean-Louis Laville le plus fidèlement possible. Et de manière pédagogique, si possible. Je dirais très rapidement, avant de passer aux travaux, pour contextualiser que juste l'approche de Jean-Louis Laville, en fait, elle est particulière parce qu'elle définit l'économie solidaire comme l'articulation entre l'économie plurielle et la dimension d'espace public des associations, où vraiment il essaye d'articuler une réflexion sur les modèles justement socio-économiques des associations et la dimension participative au sein des associations, comme des espaces publics qui vont permettre une co-construction des services entre bénévoles, usagers et professionnels. Donc si vous voulez approfondir ces questions-là, je pourrais vous conseiller l'ouvrage L'association Sociologie et Économie de Jean-Louis Laville et Renaud Saint-Saulieu, où en fait il y a aussi, où sont répertoriées diverses études de cas d'associations qui en fait émanaient, si je retrouve, d'un groupe en fait de recherche entre 1990 et 1997 qui mêlait responsables associatifs et chercheurs, où il y avait notamment des responsables associatifs des secteurs du logement social, de l'action socio-éducative, de l'éducation populaire, et des chercheurs du laboratoire de sociologie de changement institutionnel. Et en fait, à partir de 1997, ces travaux ont été repris à Sciences Po Paris, au sein d'un master qui s'intitulait Sociologie de l'association et action dirigeante. Bon, donc ça, c'est pour l'ouvrage L'association Sociologie et Économie. Je peux vous conseiller aussi l'ouvrage Association et action publique de Jean-Louis Laville et Anne Salmon. Et également les travaux d'un chercheur que peut-être certains d'entre vous connaissent, Philippe Hainaut, qui travaille aussi sur les modèles économiques et les questions de gouvernance. Donc là, je pourrais vous conseiller l'ouvrage La gouvernance entre diversité et normalisation. Donc Philippe Hainaut qui est à l'IAE de Paris.
Et très rapidement, pour situer les travaux de Jean-Louis Laville, dire que les associations... Alors, bon, j'espère que je ne vais pas faire de redite avec ce qui a été dit ce matin. Je n'ai pas pu assister non, aux échanges. C'est un autre sujet. Dire très rapidement en fait, que les associations, aujourd'hui, elles subissent de fortes pressions en étant confrontées à un impératif gestionnaire et à des modes de régulation concurrentiels, puisqu'il y a une montée en force de la légitimité du modèle de l'entreprise dans la sphère publique, notamment qui se traduit par l'essor du New Public Management depuis les années 70 et qui a pour objectif de promouvoir l'efficacité et la performance au sein des administrations et en y introduisant certains principes du management d'entreprise. Et cette évolution-là, cette pénétration du New Public Management, elle touche fortement les associations. Et on assiste à un développement généralisé d'une gouvernance par les nombres qui touche les associations puisqu'elles sont exhortées à mettre en place une rationalisation professionnelle et une technicité administrative, à accroître leur logique gestionnaire par des démarches d'évaluation quantitative et l'identification de bonnes pratiques. Et cette évolution-là, elle s'accompagne d'un contexte de passage d'une culture de la subvention à une logique d'appel d'offres qui a tendance à accroître encore plus les fonctionnements concurrentiels, enfin les logiques concurrentielles, et qui tend en fait à réduire les associations à un rôle de prestataires de services publics ou de sous-traitants, ou à les encourager à se ranger sur le modèle privé. Tout ça également dans un contexte de valorisation du modèle du social business qui essaye de concilier performance et objectif social. Et on encourage fortement les associations à se ranger plus ou moins sur le modèle du social business. Et donc, pour faire très rapidement, l'approche de Jean-Louis Laville, en fait, elle se pose un peu contre cette évolution-là qui est présentée comme une évolution fataliste du monde associatif, d'une marchandisation et d'une financiarisation du modèle associatif. Et lui pose que les ressources économiques en fait, des associations ne peuvent pas être appréhendées à travers le seul prisme marchand, puisque ces ressources économiques sont tributaires des contextes politiques et des participations volontaires bénévoles au sein des associations. Et donc, qu'il faut appréhender l'activité économique des associations comme encastrée, inscrite politiquement et socialement. Et donc voilà, dire que l'étude de la mobilisation des ressources économiques est indissociable des modes d'encastrement politique, social, territorial des associations et aussi des modes de régulation publique, en fait des relations avec les pouvoirs publics qu'ont les associations. Donc, je vais peut-être pas. Je pense que c'est assez clair. Ma méthodologie, enfin notre méthodologie. Justement, allons-y. Qu'est-ce que vous proposez donc d'expérimenter au FONJEP pour illustrer et aller un cran plus loin sur la connaissance des modèles économiques et en lien avec effectivement votre action? Alors. On va se fonder sur les travaux de l'école substantiviste, donc des travaux de l'anthropologue économique Karl Polanyi, qui en fait, je vais citer deux ouvrages si cela vous intéresse, La Grande Transformation et La Subsistance de l'homme. Et Karl Polanyi qui est un penseur vraiment d'actualité aujourd'hui parce qu'il avait théorisé la crise, au XIXe siècle avec la révolution industrielle et donc il avait théorisé différents principes économiques et donc ces principes économiques ont été repris par Jean-Louis Laville dans son étude des associations. Donc on peut en citer quatre, mais trois principaux. Donc le marché, donc la rencontre de l'offre et de la demande de biens et de services sur une base contractuelle et régie par le calcul d'intérêt. Les ressources marchandes donc des associations. La redistribution, où dans ce modèle, la production est répartie par une autorité centrale. La réciprocité, et là, c'est la réciprocité qui va être vraiment centrale dans notre étude, où en fait, on va étudier comment le lien social prédomine sur les logiques d'intérêt, on va dire, et sur les logiques marchandes. Et en fait, la réciprocité, pour la définir très rapidement, c'est un peu une relation d'interdépendance complémentaire entre les différents acteurs dans les associations, donc entre les usagers, les bénévoles et les professionnels. Et c'est un peu sur la base de la réciprocité qu'on va pouvoir analyser comment il y a des logiques de co-construction
des services, donc de l'offre et de la demande, donc une co-construction des besoins avec les usagers dans les associations, qui en fait réinsuffle un peu une dynamique participative au sein des associations. Et ça va être assez central. Donc on va analyser à la fois l'engagement bénévole, les dons, mais aussi l'ancrage territorial des associations, les réseaux d'entraide et de coopération dans lesquels elles s'inscrivent. Et pour nous, ces différentes dimensions-là sont ce qu'on peut appeler les ressources réciprocitaires des associations, qui sont complémentaires aux ressources publiques, aux ressources marchandes de la prestation de services. Alors, je vais essayer de synthétiser. Donc, on va analyser, bien sûr, les ressources monétaires, tout de même, donc les budgets des associations, mais vraiment appuyer sur le fait que notre étude sur les modèles socio-économiques ne peut pas se limiter à des données chiffrées et qu'elle doit aussi essayer de saisir cette dimension qualitative au sein des associations, afin de saisir respectivement les places du marché, de la redistribution et de la réciprocité dans les fonctionnements associatifs. Donc on va étudier les bilans, donc les comptes de résultats, mais aussi on va adopter vraiment une démarche qualitative avec des entretiens, donc semi-directifs, avec les responsables associatifs, mais aussi avec les différentes parties prenantes au sein des associations, donc bénévoles, usagers, professionnels, et donc dirigeants associatifs, pour essayer d'avoir une pluralité de points de vue et essayer de saisir un peu la place de l'engagement bénévole, mais aussi en quoi les associations essayent d'encourager des dynamiques un peu de co-construction en leur sein. Bon, là, c'est très synthétique. Donc, si j'ose dire, j'ose le parallèle comme à Thémis, mais c'est pas du tout comme à Thémis, la posture n'est pas la même, mais on est dans des mécaniques d'analyse des modèles socio-économiques qui viennent vraiment ouvrir le champ de ce qu'est un modèle socio-économique et qui prennent en compte finalement différentes dimensions bien au-delà des dimensions purement monétaires ou purement financières dans lesquelles on pourrait parfois, je dirais, résoudre, en tout cas enfermer les modèles économiques associatifs. Oui, alors juste pour détailler, c'est vrai que moi, grandement, je vais essayer de retracer un peu l'historique aussi des associations pour voir le projet politique au départ qui a conditionné l'émergence des associations et coupler cette dimension institutionnelle, on va dire, des associations, ce projet politique, à la dimension organisationnelle, donc concrètement les relations de pouvoir dans les associations et les réseaux les relations de coopération ou de co-construction qu'il peut y avoir au sein des associations. Donc coupler dimension institutionnelle, organisationnelle, dimension économique. Et voilà, voir comment tout cela interagit, en plus de la dimension, on va dire, régulation publique, donc où on voit les rapports qu'entretiennent les associations au pouvoir public et comment elles sont soit prises dans des rapports de tutelle, on va dire, vis-à-vis des pouvoirs publics, où elles n'ont pas trop de marge de manœuvre pour faire bouger les lignes de l'action publique, où elles sont fortement bureaucratisées, par exemple, ou au contraire, si elles sont dans des logiques un peu de formatage marchand, où elles sont fortement dépendantes de la prestation de services et elles ont beaucoup de ressources marchandes, enfin elles dépendent des ressources marchandes, et voir quelle est la place de la réciprocité dans tout cela, donc la mobilisation bénévole, la co-construction possible avec les usagers des services. Voilà. Merci beaucoup. Merci Maïté Jevant, merci beaucoup. Hugues Bazin, vous êtes chercheur en sciences sociales indépendant au sein du LISRA, le laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action qui s'est constitué, je crois, au début des années 2000 et qui est composé en tout cas de chercheurs indépendants, d'une trentaine de chercheurs. Recherche-action, est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce que c'est, pourquoi, c'est quoi la recherche-action au sein du LISRA et finalement de votre regard, là encore, quels sont les grands enjeux que vous voyez sur la question des modèles économiques GEP et comment vous avez pu vous en saisir dans vos différents travaux? Oui, donc merci et nous sommes aussi très heureux de participer à ce travail qui s'inscrit effectivement dans la filiation de notre travail depuis une vingtaine d'années. Alors, je peux parler avant tout de la démarche de recherche-action telle qu'on la développe, parce que, comme vous le savez, le terme recherche-action est un terme polysémique. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on applique tout à fait les mêmes méthodes et on y mette tout à fait la même chose derrière le mot recherche-action. Comme vous l'avez dit dans l'intitulé laboratoire social, donc nous, il y a trois leviers de la recherche-action qui sont aussi les trois leviers qu'on propose aussi
pour l'expérimentation avec vous, c'est permettre aux acteurs de se réapproprier une grille d'analyse critique des rapports sociaux. Et ça, c'est assez fondamental. Donc, ça veut dire aussi une analyse sociopolitique, les mettre en position, effectivement, de se situer, puisque pour nous, la recherche-action est une science située, c'est-à-dire que c'est une science qui se situe dans une analyse des rapports sociaux. On n'est jamais totalement en dehors de ces rapports sociaux, que ce soit en tant qu'acteur ou chercheur. Donc, je vais revenir après en 2 secondes sur cette grille d'analyse. Le deuxième point, c'est permettre de valider une production de savoir au même titre qu'une recherche, j'ai envie de dire, académique, universitaire, c'est-à-dire permettre notamment aussi un croisement des savoirs, entre le savoir pragmatique du praticien, le savoir technique du professionnel et le savoir scientifique du chercheur. Et donc, valider donc, ce qu'on appelle aussi, dans d'autres termes, une praxis ou un travail réflexif, c'est-à-dire une production de savoir à partir de sa propre pratique, et dire qu'effectivement, ce savoir a une valeur de recherche capable, effectivement, d'être diffusée, donc une valeur universelle, de nourrir tous les acteurs concernés. Et troisième dimension, c'est permettre de reconnaître une capacité d'expertise, donc, ou de contre-expertise, et donc de développer des expérimentations comme forme ou modèle alternatif. Donc ces 3 éléments, grille d'analyse critique, validation des savoirs et qualité d'expertise et d'expérimentation, sont pour nous liés fondamentalement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils s'articulent. Et donc c'est un peu sur ces 3 points que nous proposons aussi de baser notre expérimentation. Très rapidement, mais je pense que ça recoupe une partie des analyses qui sont aussi mises ici sur notre grille d'analyse critique sociopolitique. Bon, effectivement, on est dans un changement, comme on dit en sociologie, de paradigme, qui était effectivement celui au départ de l'État social. Enfin, je pense tout au mouvement jeunesse éducation populaire de l'après-guerre, qui étaient ces corps intermédiaires qui jouaient le rôle d'interface entre l'État social et un modèle donc capitaliste qui était celui du capitalisme industriel, donc, et donc qui se régulait à la fois par les luttes sociales et à la fois par un accompagnement social, les deux étant liés aussi. Voilà. Et ce qu'on a appelé grosso modo le progrès social. Enfin, bon, excusez-moi, je fais grande analyse rapide, mais ce modèle-là donc a été remis en cause à partir de la fin des années 70, mais les répercussions sont venues un peu plus tard. Et j'ai envie de dire, un des éléments qui me semble assez d'ailleurs révélateur de ce changement de paradigme, c'est justement le basculement de la notion même de radicalité. C'est-à-dire au départ, la radicalité était ancrée dans les luttes sociales, et notamment les luttes ouvrières, et aujourd'hui, la radicalité est liée à des nouveaux modèles économiques, puisqu'il y a... notre président en place a même écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, et des termes comme disruptif, par exemple, sont assez indicateurs d'une déconstruction. La radicalité aujourd'hui est la déconstruction du modèle ancien pour l'imposition ou la proposition d'un nouveau modèle économique, et qui est lié aussi au changement, je pense aussi, de la forme économique, qui est partie d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier mondialisé, et à la fois un capitalisme cognitif, puisque aujourd'hui, l'exploitation ne se fait pas autour uniquement de la force du travail, mais aussi de l'humain dans sa totalité, et les GAFAM, les plateformes numériques, dont s'inspire d'ailleurs la nouvelle économie, et en est un très bel exemple. Et donc, aujourd'hui, ce qui apparaît non plus innovateur, mais ringard ou obsolète, c'est effectivement les corps intermédiaires. C'est ça qui est posé, alors que ce soit les syndicats, les fédérations d'éducation populaire, etc. Enfin, voilà. Et donc l'impossibilité, quelque part, de repenser, un projet de société en dehors du modèle économique. C'est le modèle économique qui nous impose effectivement la manière de concevoir le projet de société. Alors, ce qui explique, nous, on l'a constaté d'une manière beaucoup plus pragmatique, parce qu'on n'est pas obligatoirement des théoriciens économiques, on n'est pas des spécialistes d'économie. Nous, on l'a constaté d'une manière très pragmatique, en travaillant depuis une vingtaine d'années, justement, sur les territoires, en partant du constat, et on a écrit d'ailleurs un premier rapport en collaboration avec l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et éducation populaire,
qui est sorti en 2005, qui s'appelait Espace populaire de création culturelle, enjeu d'une recherche-action situationnelle, et qui faisait le constat que face à cette déconstruction, il y avait de nouveaux espaces en même temps qui se créaient sur les territoires, mais qui n'étaient pas obligatoirement, qui étaient dissociés, puisque ce projet associatif, comme je viens de le dire, est en crise, il ne correspond plus au modèle dominant, mais qui s'approprier de nouveaux espaces que nous on appelle tiers-espaces. Après, il y a toute une terminologie aujourd'hui qui a été validée aussi au niveau, on pense aussi au tiers-lieu, mais qui est aussi un terme polysémique. Bon, donc il faut aussi, là aussi, l'analyser d'une manière critique. Mais la reconstruction effectivement d'une pensée, d'une analyse critique en dehors effectivement du projet associatif, où l'association est plus dans ce cas-là un élément uniquement technique d'utilisation, mais où se déroule pas obligatoirement le projet de société, d'où aussi nos études, aussi ce qu'on appelle toutes les formes émergentes culturelles, les cultures urbaines, etc., qui sont aussi là des espaces interstitiels qui se construisent à côté ou autour des associations traditionnelles. On a poursuivi notre étude, ce travail-là, justement par une autre étude qui s'appelle les nouvelles professionnalités des acteurs associatifs, qui était aussi soutenue par l'INJEP, et qui confirmait quelque part aussi qu'apparaissait effectivement un autre rapport au travail et d'autres compétences qui se recomposaient, peut-être pas autour des corps de métiers traditionnels, qui étaient ceux de l'action sociale, l'action culturelle, etc., mais en contrepoint ou en forme critique par rapport à ces corps professionnels traditionnels. Donc voilà, un peu la base de travail, et on a continué à faire ce travail autour, et c'est pour ça que le rapport au territoire est fondamental, et qu'on propose aussi l'expérimentation de partir aussi des territoires, et donc dans la suite des rapports et des études que je viens de signaler, on continue de travailler sur différents territoires, dont un territoire qui est organisé justement, qui développe depuis un certain nombre de mois et d'années une recherche-action autour du cycle et du rapport au travail. Je ne sais pas si on a le temps de donner 2 secondes la parole à Nicolas qui est dans la salle, parce que nous, c'est vrai que l'intérêt, c'est effectivement partir aussi de l'expérimentation en cours, mais qui est un bon exemple effectivement de ce qu'on pourrait produire au niveau de la recherche-action. Effectivement, donc votre recherche-action, elle va avoir lieu au Limousin, puisqu'il s'agit de partir déjà d'une expérimentation locale qui existe déjà sur un territoire. Peut-être Nicolas Guerrier, on peut peut-être lui donner le micro pour qu'il nous explique vraiment très rapidement ce qui se passe sur ce territoire. C'est ici, voilà, c'est au premier rang, et que voilà, Nicolas Guerrier, qui est donc chercheur aussi associé au LISRA, nous explique ce qui va être mené au sein, piloté via le FONJEP. Je vous en prie, levez-vous pour qu'on puisse peut-être vous voir. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Oui, alors on propose le territoire limousin, notamment parce que depuis plusieurs années, sur ce territoire-là, on développe déjà une recherche-action, une expérimentation sur la question du travail, qui n'est pas uniquement aujourd'hui circonscrite au monde associatif. C'est-à-dire que c'est une expérimentation qui pose la question de qu'est-ce que le travail pour nous aujourd'hui, et plutôt que partir d'une définition d'en haut du travail, c'est comment chacun, dans sa pratique, dans son activité, dans le faire au quotidien, définit le travail et souhaite l'organiser ou souhaite être en rupture quand le travail est aliénant, en souffrance, etc. Je ne vous refais pas l'historique de la souffrance au travail aujourd'hui, qui est un domaine majeur de recherche en sociologie. Mais du coup, en gros, qu'est-ce qui s'expérimente autour du travail? Et donc on a un cycle qui s'appelle le cycle travail, qui dure depuis plusieurs années, et dans lequel se retrouvent finalement pas mal d'associations qui ont l'agrément jeunesse éducation populaire sur le territoire. Et aujourd'hui, ce cycle travail a amené énormément à la fois d'expression de ce qui se passait dans la vie des gens au travail, dans leur organisation du travail, mais aussi beaucoup d'envie de transformer, puisque c'est ça aussi la recherche-action, hein, c'est transformer l'organisation, l'environnement dans lequel on est, et pas uniquement se positionner en tant que chercheur extérieur et dominant. C'est vraiment partir de l'expérimentation. En tout cas, c'est la définition de la recherche-action telle
met en place au LISRA. Et donc ce cycle travail a permis énormément de transformations sur les organisations du travail local, mais assez circonscrite à un petit territoire du Limousin. Et là, l'idée avec cette expérimentation qu'on peut mettre en place par le biais de cette étude, c'est de l'élargir à un territoire un petit peu grand et de fabriquer un espace d'auto-formation beaucoup plus large sur le territoire limousin qui présente des spécificités assez intéressantes. C'est-à-dire que bon, c'est pas que la campagne, le Limousin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques villes ou petites villes. Bon, ici on est à Paris, alors si je vous parle de villes en Limousin, ça va peut-être vous choquer un petit peu. Mais en tout cas, il y a des petites villes qui ont toute une histoire, soit industrielle, soit une histoire de l'immigration. Je pense notamment à cette toute petite ville qui est Aigleton, où on a toute une immigration turque qui arrive depuis les années 40 pour couper les forêts du Limousin, et puisqu'on avait besoin d'une main-d'œuvre de bûcheronnage, qui a créé tout un écosystème hyper particulier sur Aigleton, avec énormément d'associations qui travaillent sur le lien social à Aigleton, qui est vraiment particulier, entre une ruralité forte, une immigration forte. Ça a créé quand même forcément des formes innovantes d'action associative. Et le territoire limousin est peuplé de ce genre de choses, notamment sur le plateau de Millevaches, où là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet endroit, mais un endroit en gros où la propriété foncière est très peu chère, et donc il y a énormément de gens qui viennent sur ce territoire-là expérimenter de nouvelles formes d'action, de nouvelles formes d'intervention politique, etc., et qui créent des solidarités tout à fait particulières et nouvelles, qui nous intéressent dans le rapport au travail, dans le rapport à l'argent, à l'économie, qui nous intéressent dans le rapport aussi à la gouvernance associative, puisque là, énormément d'associations naissent avec des formes collégiales de gestion, etc. Et donc voilà ce qui nous intéresse en gros sur ce territoire. Si j'ose dire, vous allez partir d'un écosystème de territoire pour finalement identifier, voire créer les conditions pour créer de nouveaux modèles économiques de territoire dans lesquels pourront bien sûr s'imbriquer les modèles associatifs. Donc on ne parle pas de l'association, mais là on part du territoire. Donc c'est encore une autre posture. Merci beaucoup. Charles Benoît Hetzig, vous êtes président... je te tutoie. Je vous voyais tout le monde, mais je te connais. Donc président fondateur du Rameau, laboratoire de recherche appliquée sur la co-construction et les alliances innovantes. Est-ce que, de la même manière, tu pourrais nous expliciter à la fois qui est le Rameau, quels sont ses travaux, puisque la question des modèles socio-économiques fait partie des questions qui ont traversé depuis le début, si j'ose dire, et qui traversent l'ensemble des axes de recherche du Rameau, notamment la question des modèles socio-économiques et associatifs. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands travaux, quelle est la posture et quels sont les grands enjeux de la vision du point de vue du Rameau sur la question des modèles économiques? Merci Caroline, bonjour à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, puisque il y a un an, j'étais déjà avec vous pour suivre toute la réflexion qui s'amorçait sur le modèle socio-économique, et donc très heureux de pouvoir continuer ce chemin commun. En 2006, lorsque le Rameau a été créé, c'était une hypothèse de recherche de dire, finalement, va-t-on aller vers une co-construction du bien commun? Ça peut paraître une évidence aujourd'hui de parler de co-construction et de bien commun, avec des mots qui sont là aussi sous des formats extrêmement différents. À l'époque, ni le terme de co-construction, ni celui du bien commun, puisque Elinor Ostrom n'avait pas encore eu le prix Nobel, n'était revenu d'actualité, et c'était un peu perdu dans les limbes dans ce sujet. Donc c'est une hypothèse de recherche. Et l'idée du Rameau est de dire, partons du terrain, partons des organisations, ces fameux corps intermédiaires dont on parlait tout à l'heure, pour regarder finalement si, pour répondre aux grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés, est-ce que nous allons tendre vers une capacité des organisations très différentes, publics, structures d'intérêt général, acteurs académiques, acteurs économiques, à travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions face aux enjeux auxquels, objectivement, personne n'a de réponse tout seul.
Et donc, on est parti dans une approche extrêmement pragmatique, qui est une approche vraiment empirique de terrain, c'est-à-dire d'être dans ce qu'on a appelé les dialogues de gouvernance, c'est-à-dire être aux côtés des organisations, sous toutes ses formes, associations, fondations, entreprises, acteurs publics, et de pouvoir accompagner durant un temps relativement long, puisque c'est sur un minimum de 18 mois et la moyenne aujourd'hui est à 5 ans, pour pouvoir savoir finalement, face aux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés, comment les organisations réagissent. Et finalement, 2 questions. Est-ce que, d'une part, elles s'intéressent, et si oui, comment, à la question du bien commun? Et deuxième question, si pour augmenter leur capacité à avoir un impact sur ce bien commun, elles décident de faire seules ou elles décident de faire alliance. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que très rapidement, puisque nous avons choisi comme premier lieu d'observation, bien sûr, les structures associatives d'intérêt général. Je ne vais pas expliquer pourquoi, bien sûr, mais je pourrais le commenter plus amplement si vous le souhaitez, pour pouvoir finalement regarder comment les associations d'intérêt général se projetaient par rapport aux enjeux de société auxquels elles étaient confrontées, et finalement, pour augmenter leur contribution au bien commun, finalement, comment allaient-elles faire et allaient-elles faire alliance? Et dans ce cadre-là, bien évidemment, très très vite, la question du modèle socio-économique s'est imposée comme une question pour savoir finalement, 1, de quoi parle-t-on ? 2, pourquoi cette question devient structurante pour une association? Et 3, finalement, quels sont les besoins finalement auxquels les structures d'intérêt général peuvent avoir finalement aujourd'hui? Quels sont leurs besoins? Je tiens à insister sur le fait que notre démarche empirique repose sur 3 temporalités. Une observation de terrain au minimum de 7 ans. Là, il s'agit de plus de 260 associations avec lesquelles nous avons été dans une dynamique de gouvernance pendant des temps longs. Et encore une fois, je redis, pour la plus courte d'entre elles, ça a été 18 mois, et pour la plus longue d'entre elles, c'est depuis notre création, depuis 11 ans d'entre elles, et en moyenne, on est à plus de 5 ans de temps de gouvernance, de temps de dialogue partagé. Qu'est-ce qu'on a? Deuxième premier temps, l'observation, parce qu'avant de parler sur ces sujets-là, je pense nous partageons tous autour de cette même table l'importance de regarder les racines et de comprendre en profondeur ce sujet. Deuxième temps, nous avons pris 3 ans pour capitaliser, modéliser à partir de la pratique et commencer à publier ce que nous avions vu sur le terrain. Ça nous a pris 3 ans parce que c'est un temps long, bien évidemment, pour finalement prendre ce temps-là. Et depuis 18 mois, nous sommes dans une autre phase sur cette question des modèles socio-économiques, c'est de pouvoir se dire, mais finalement, comment est-ce que on peut aller, et cette notion de territoire est ressortie à plusieurs reprises, il est absolument évident que le lien entre association et territoire est structurant. Et donc, finalement, comment aller au plus près du territoire pour accompagner cela? Je tiens à dire que la démarche du Rameau est bien évidemment systématiquement construite dans une démarche de co-construction. Bien sûr, les premiers d'entre elles, ce sont les 266 associations avec lesquelles qui nous ont fait confiance pour cheminer avec elles, mais c'est aussi tout un dialogue qui a été engagé sur la question des modèles socio-économiques avec un ensemble d'acteurs d'accompagnement associatif tels que l'Avise, tels que je les oublie tous, pardonnez-moi, j'ai tout un coup un trou de mémoire, mais les 13 grands acteurs d'accompagnement associatif qui sont France Active, qui sont France Bénévolat, qui sont la Fonda, qui sont voilà l'ensemble de ces acteurs-là. Et nous avons bien évidemment aussi engagé un dialogue depuis 2012 extrêmement profond sur ces travaux avec le mouvement associatif, puisque par sphères successives, finalement, les acteurs de terrain d'abord, les acteurs d'accompagnement associatif ensuite, et puis bien évidemment les acteurs représentatifs du secteur, finalement, comment ces travaux peuvent servir cette dynamique. Alors, trois éléments pour répondre très concrètement à la question. La première, finalement, c'est quoi? D'abord, la question du modèle socio-économique, c'est assez simple, hein, c'est l'économie de la maison. C'est-à-dire que, finalement, si on revient à la base de la chose, c'est quels moyens ai-je pour pouvoir réaliser mon projet associatif, et surtout, finalement, comment puis-je anticiper les moyens dont je vais avoir besoin
par rapport à ma volonté d'aller finalement dans la propre ambition que j'aurais déterminée. Et très vite s'imposent 3 leviers pour une structure d'intérêt général. Finalement, le premier, c'est sa richesse humaine, puisque la chance d'une structure d'intérêt général, au premier rang desquelles les associations, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur un engagement de richesse humaine diverse, et notamment, on peut penser bien évidemment au bénévolat. Le deuxième levier, et seulement ce deuxième levier, c'est celui des ressources financières dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir finalement mon projet. Et le troisième, qu'il soit d'ailleurs au sein de l'organisation ou au sein d'un territoire, c'est celui de l'alliance. Qui bien évidemment nous a intéressé particulièrement puisque c'est notre sujet, mais finalement comment je fais alliance avec d'autres, comment je fais alliance avec mes pairs, avec d'autres associations, comment je fais alliance avec l'acteur public, bien évidemment, premier partenaire bien évidemment historique du secteur associatif, et puis comment je fais alliance avec d'autres acteurs, avec les entreprises, avec les acteurs du monde académique. De plus en plus de partenariats se développent sur ce sujet-là. Finalement, comment faire alliance sur ce sujet. Donc une fois qu'on a redit que c'est assez simple, c'est finalement de quelles ressources je dispose pour pouvoir accomplir mon projet et qu'on en a redonné les trois aspects, on peut se poser la question finalement pourquoi est-ce que cette question du modèle socio-économique se pose aujourd'hui de façon beaucoup plus cruciale qu'il y a encore 10 ans. On a 3 éléments qui nous semblent extrêmement importants aujourd'hui. D'abord, celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'effet ciseau. Le monde associatif n'a jamais été autant sollicité qu'aujourd'hui pour sa capacité à inventer, grâce à sa proximité avec les personnes et les territoires, de nouvelles solutions. Et pourtant, il y a une raréfaction des ressources. Donc on a une sorte d'effet ciseau qui oblige à réinventer finalement le modèle de ressources sur lequel je repose. Ceci dit, ce n'est pas une caractéristique associative. L'acteur public, les entreprises, les acteurs académiques, l'ensemble des acteurs aujourd'hui sont confrontés à la même dynamique. C'est-à-dire, finalement, les modèles tels qu'on les a connus sont en très profonde évolution. Finalement, comment est-ce que je les redéfinis? Et cet effet ciseau est encore plus marqué, bien évidemment, au niveau des associations d'intérêt général, puisqu'elles relèvent, par définition et par nature, d'une contribution d'autres acteurs qui viennent contribuer à son projet. La deuxième, pour nous, constat, et peut-être le plus important, au-delà de cet effet ciseau qu'on connaît tous, c'est celui de la confusion entre hybridation des ressources et uniformisation des modèles. C'est-à-dire que la problématique auquel on est confronté, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on va travailler avec d'autres acteurs qui sont différents qu'il faut copier les modèles. Parce que justement, aujourd'hui, la véritable réalité du monde dans lequel on est, c'est que tous les modèles sont en train de se redéterminer complètement. Et donc, il n'y a pas un modèle qui peut aujourd'hui s'affirmer comme étant le modèle qui va nous permettre d'avoir un 21e siècle plus solidaire, durable et fraternel. En tous les cas, s'il existe, dites-le nous, parce que nous, on le cherche, on ne l'a pas trouvé. En tous les cas, ce qui est clair derrière ça, c'est que le fait d'hybrider, c'est-à-dire de pouvoir être en capacité de dialoguer avec d'autres et de construire avec d'autres, ne doit pas s'associer à la logique de l'uniformité du modèle. Et notamment, cet sujet est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a une totale incohérence entre la logique de dire on n'a jamais eu autant besoin de structures d'intérêt général qu'aujourd'hui, et de dire il faut confondre le modèle d'intérêt général, les modèles économiques d'intérêt général, avec des modèles économiques de revenus d'activité. C'est juste impossible. C'est-à-dire qu'il y a une confusion majeure entre ce qu'est une structure d'intérêt général et sur quel levier du modèle socio-économique elle repose, et sur les acteurs économiques d'utilité sociale, par ailleurs, qui existent et qui ont tout à fait une vraie valeur, mais qui n'est pas la même. Et si on confond les deux modèles, alors on se trompe lourdement, y compris pour un point essentiel, c'est que si on associe une association d'intérêt général à un revenu d'activité dans son modèle socio-économique, alors on se prive de la première ressource, c'est-à-dire du bénévolat, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas autorisé par la loi et le droit du travail d'utiliser un acteur bénévole dans une structure économique qui repose sur un revenu d'activité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'URSSAF qui dit aujourd'hui, attention,
nous sommes en train d'utiliser finalement des modèles totalement radicalement différents et on est en train de les mixer comme si c'était un seul et même modèle. Il y a bien des modèles différents et il est indispensable de partir du terrain pour le redémontrer. C'est-à-dire que, en fait, quand on voit et quand on regarde des modèles économiques d'acteurs de terrain, c'est évident à expliquer. Sauf qu'aujourd'hui, on a théorisé des choses qui font en sorte qu'on est en train de confondre l'ensemble des éléments et on est en train de pousser les associations, et ça a été extrêmement bien dit par ma voisine de droite, on est en train de pousser les associations à devenir de simples opérateurs de services et non plus des structures d'intérêt général. Chacun a le droit de faire le choix de devenir un opérateur de services. Mais en tous les cas, ce que l'on ne peut pas confondre au niveau d'un modèle socio-économique, c'est un modèle socio-économique d'une structure d'intérêt général et un modèle économique d'une structure qui repose sur un revenu d'activité. Ça ne peut pas être le même, y compris juridiquement, socialement et fiscalement. Donc là, il y a une véritable nécessité à remettre les points au niveau du point. Et puis, le troisième point, et pour nous le plus important en termes d'enseignement, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, les associations d'intérêt général, elles sont à la manœuvre. Et d'ailleurs, l'étude que vous avez réalisée l'année dernière le montrait bien. Ce n'est pas des acteurs qui attendent aujourd'hui et qui peut-être un jour vont pouvoir se dire comment on fait. C'est celles qui, concrètement, sur les territoires, sont en train d'inventer des modèles. Donc, réinversons la logique, c'est-à-dire regardons ce qui est en cours et ce qui est en train de s'inventer. Enfin, c'est une vraie logique de recherche et R&D, quoi. Hein. C'est une forme d'expérimentation qui est utile à l'ensemble des acteurs. Et d'ailleurs pas que à l'ensemble des acteurs associatifs d'intérêt général, bien évidemment pour les acteurs publics, pour la co-construction de politiques publiques, voire pour la création, effectivement, de services qui peuvent après être généralisés autrement. Mais en tous les cas, si on se prive de regarder aujourd'hui que sur les territoires sont en train de s'inventer des modèles extrêmement puissants qui ne sont pas basés sur la performance, mais sur la pertinence, ce qui n'est pas la même chose. Hein. La performance, c'est le rapport entre un résultat et des moyens mobilisés. La pertinence, c'est entre un besoin et une capacité d'y répondre. Aujourd'hui, les modèles socio-économiques associatifs de territoire sont, pour une grosse part, en train de passer d'une logique de performance qui leur est imposée à une logique de pertinence qu'elles sont en train de redéterminer. Et ça, c'est une ressource absolument extraordinaire. Et je ne vais pas vous faire la liste des 660 associations avec lesquelles on a pu constater ces éléments-là pour une grosse partie d'entre elles. Mais en tous les cas, on a réellement besoin d'écouter ce que les associations de territoire ont inventé. La problématique derrière ça, et c'est la question du comment, c'est que tout ça se fait de façon extrêmement empirique. Et que finalement, la question qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on finalement peut, à travers des outils simples, permettre à chacun de se positionner par rapport à son propre modèle. C'est-à-dire, surtout pas de créer des outils stéréotypés avec des normes, des standards, des trucs dans lesquels il faut rentrer. C'est l'inverse. C'est comment est-ce qu'on montre la caractéristique et la spécificité de son modèle en étant capable, par rapport à des éléments d'autres exemples, de pouvoir se positionner soi-même et de dire voilà en quoi je suis spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien une chose qui est certaine, c'est qu'il ne peut pas y avoir un modèle socio-économique associatif. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, en demeurant, il n'existe pas non plus un modèle socio-économique d'entreprise et il n'existe pas non plus un modèle socio-économique d'acteur public. Mais quelque part, la richesse des structures d'intérêt général, c'est d'avoir inventé une diversité de modèles. Et qu'en fonction des besoins à la fois des territoires et des publics auxquels elle s'adresse, elle est capable finalement de pouvoir montrer comment capter les ressources dont elle a besoin. Charles Benoît, est-ce que là, je ne peux pas prendre le micro comme un Romain, tu es trop loin. Non, mais est-ce que là, tu es en train de nous expliquer, en fait, d'une certaine manière, déjà, l'expérimentation qui sera menée par le rameau, qui est finalement d'outiller pour que chacun puisse analyser son propre modèle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement ce que va faire le rameau au travers du FONGEP ? Alors, d'abord, je tiens à redire que c'est 12 ans d'observation, et d'expérimentation et de terrain, mais qu'on n'est pas au bout. Hein. Enfin, si on était au bout, et d'ailleurs je crois que c'est ce qui nous caractérise tous les quatre, c'est que si on était au bout du sujet, on ne serait pas là. C'est-à-dire que c'est un chemin qui s'ouvre.
C'est pas un chemin qui se ferme aujourd'hui. C'est sans doute, en revanche, un bon moment pour le faire parce qu'il y a une prise de conscience de l'importance et de l'utilité de se re-questionner sur les modèles socio-économiques associatifs. C'est-à-dire que, selon nous, de notre observation et de nos points d'observation, il y a une plus grande appétence et compréhension que si on confond acteurs économiques d'utilité sociale et associations d'intérêt général, on est en train de se tromper. Et ça, c'est nouveau. C'est très nouveau, je peux vous le dire, dans en tous les cas, ce qu'on peut constater à ces travaux-là. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire? C'est que on souhaite finalement faire un cheminement, une démarche apprenante, avec 12 têtes de réseau de proximité, c'est-à-dire têtes de réseau départementales ou régionales, pour réfléchir ensemble à deux questions. D'une part, par rapport à mon propre modèle économique, c'est-à-dire finalement, moi, tête de réseau de proximité, qu'est-ce que mon modèle économique, comment va-t-il évoluer, comment je vais répondre aux besoins qui sont en cours d'émergence aujourd'hui. Et deuxième question, comment on outille les acteurs de territoire. On a expérimenté avec les associations environnementales, avec les 5 grandes têtes de réseau expérimentales en 2014, tout un parcours, finalement, un cheminement pendant 9 mois entre pairs, entre 8 pairs à l'époque, et là on en propose 12 pour cette expérimentation, de pouvoir réfléchir ensemble à la fois à son propre cas, c'est-à-dire moi concrètement, ma tête de réseau régionale, là, comment je garantis que dans 5 ans, je peux encore faire la mission qui est la mienne. Et deuxième question, comment est-ce que finalement j'aide les associations de territoire finalement à avoir des outils qui leur permettent de se poser les bonnes questions, parce que n'oublions pas, et je pense qu'on est tous d'accord, que le modèle socio-économique n'est qu'un outil au service du projet associatif. S'il devient structurant par rapport au projet associatif, alors nous ne sommes plus dans une structure d'intérêt général, mais dans un acteur économique d'utilité sociale. Ce n'est plus le même positionnement. Et donc, ce que l'on propose à 12 têtes de réseau, départementales et régionales qui souhaitent faire l'aventure avec nous, c'est ce que nous avons expérimenté avec des associations très concrètes de territoire sur l'environnement, qui a produit des choses extrêmement intéressantes sur le sujet. C'est de le faire aujourd'hui avec des têtes de réseau départementales et régionales GEP, et de pouvoir voir au bout de 9 mois, finalement, 2 questions. Qu'est-ce que ça a permis d'apprendre pour chacun des 12 têtes de réseau? Mais surtout, qu'est-ce qui peut être partagé au-delà de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été commun des 12 que ces têtes de réseau auront envie de partager? Et surtout, encore plus peut-être, comment est-ce que ça aide à identifier les outils très concrets, j'insiste, que l'on peut donner aux associations GEP de terrain pour qu'on soit petit, gros, moyen, peu importe, on puisse avoir des outils qui permettent de se réfléchir à son modèle socio-économique, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité pour pouvoir répondre à son projet associatif. C'est ça l'aventure qu'on vous propose pour les 9 prochains mois. Merci beaucoup Charles Benoît. Voilà, donc vous avez eu la présentation et vraiment je pense que ça constitue un vrai point d'orgue aujourd'hui du lancement de ces 4 expérimentations, recherche-action, et nous avons là 4 chercheurs praticiens ou praticiens-chercheurs, ça dépend de leur posture. On a envie à ce stade de vous donner la parole. Est-ce que vous avez, alors, bien sûr, il y aura cet après-midi des ateliers dans lesquels on pourra aller en profondeur, peut-être avec chacun d'entre eux, mais est-ce que là, vous avez peut-être la salle des réactions, des questions à leur poser, puisque c'est, je pense, la première fois que sont réunis ces 4 acteurs sur les questions des modèles socio-économiques associatifs et du monde GEP. Donc, peut-être une réaction, une question. Personne n'ose. Merci Nadine. Peut-être le micro. Ah, et puis une question, monsieur, pardon. Et puis après Nadine, moi, pardon. Je veux bien oser. Si vous pouvez dire qui vous êtes, ça nous... Merci. Jean-Claude Dumoulin, on a fait allusion à moi tout à l'heure. J'ai présidé le fonds GEP et votre lieu. Voilà. Je pense la tonalité... On vous entend pas très bien. Si ça va?
Comme ça, là. Ah, beaucoup mieux. Excusez-moi. On voit les distinctions et la cohérence globale entre nos 4 présentateurs. On voit, dit chacun à leur manière, on voit une certaine décomposition et recomposition de l'ensemble dans lequel tout ce que l'on a à vivre et à toucher. Il y a un terme qui revient en permanence, comme s'il était lui-même, comment dire, je ne vais pas dire figé, mais bien enraciné, c'est le coup de le dire, c'est le mot territoire. Or, il nous semble, pour le vivre, je me retrouve délégué régional FONGEP du Centre-Val de Loire actuellement, il nous semble que la notion même de territoire est en décomposition, recomposition, et qu'il serait intéressant de connaître votre point de vue là-dessus et comment on le traite. Merci. Peut-être une autre question-réaction, et puis après je laisserai nos praticiens. Non ? Très bien. Alors, sur cette notion de territoire, parce que là, effectivement, je pense que c'est tout à fait... Il y a effectivement un vrai sujet. Je ne sais pas qui est en premier. Romain ? Alors, c'est une très juste remarque. Alors, il y a pas mal de travaux, d'ailleurs, sur cette notion de territoire. Je me souviens d'un ouvrage collectif qui a été piloté par quelqu'un qui s'appelle Martin Vanier sur territoire, territorialité, territorialisation de 2007, qui est un excellent ouvrage. Et d'ailleurs, il y avait un article à la fin de quelqu'un qui s'appelle Bernard Pecker qui portait sur de la sublimation à l'exténuation sur justement le concept de territoire. C'est-à-dire comment il avait été surutilisé, du coup vidé de son sens, et du coup il aboutissait finalement à une sorte de demande d'être redéfini ou d'être repris. Il y a plein de travaux en géographie hyper intéressants et en économie aussi sur justement ce qu'on appelle territoire. Du coup, moi j'ai donné notre approche à nous pour le coup de cette question. On n'a pas une lecture administrative tout d'abord du territoire, c'est-à-dire que le territoire c'est pas juste la collectivité ou l'échelle administrative, le périmètre figé quelque part de ça. Pour nous, le territoire est plutôt une construction à partir de l'enjeu en question. Et notamment, si on prend par exemple, je sais pas moi, si on va prendre une dimension de développer le sport dans une ville. Je parle de ça parce que j'ai une autre vie à côté où je suis coprésident d'une association qui cherche à rendre le sport populaire et solidaire, inclusif, etc. Donc bon, c'est une autre vie. Mais si on prend cette question du sport inclusif, l'enjeu il se développe bien avec des enjeux des dimensions territoriales importantes. C'est-à-dire que c'est pas non plus de là où on est à l'univers. Il y a bien des effets de proximité, diraient certains géographes ou économistes, des effets de proximité et notamment des interactions du fait que c'est situé, pour reprendre le terme de mon voisin de droite. Donc c'est de comprendre à partir de l'enjeu qu'on essaie de tenir quels sont les effets de situation. Et en gros le périmètre il se reconstitue par là. Il n'est pas donné à l'avance. Ce qui rejoint aussi la question, il y a une expression d'un chercheur qui s'appelle Guy Dimeo, qui a aussi travaillé cette question, qui est de dire qu'il y a un peu deux faces à la notion de territoire. Il y a la notion des enjeux et du coup d'un périmètre qui se dessine, et de l'autre côté, le périmètre, en fait, il donne un peu l'espace de ressources disponibles. Nous, on appelle ça, enfin, personnellement, là pour le coup, c'est ma thèse, j'appelle ça un patrimoine immatériel territorial, c'est-à-dire un ensemble des ressources qui sont partagées, accessibles, dont il n'y a pas de titulaire unique ou individuel, mais qui est bien une dimension de titulaire collectif. Et avec un enjeu de mobilisation, de repérer justement ce patrimoine. Et vous voyez, il y a un peu les deux phases dans le territoire. Il y a le périmètre qui se dessine du fait de la nature des activités, et puis le contenu, quelque part, on pourrait dire, mais c'est un peu réducteur d'appeler ça un contenu, mais qui est les ressources mobilisables et identifiées comme telles. Et donc, c'est un périmètre mouvant, finalement. On n'enferme pas le territoire dans une capsule une fois pour toutes. Je ne sais pas si ça répond, du coup, à votre question. Vous voyez, quand je parle de territorial, du coup, c'est cet aspect-là. Et c'est pour ça que je préfère, à la limite, des fois, le terme d'aspects territoriaux plutôt que de territoire. C'est pas l'objet, en fait. C'est la nature des questions qui sont territoriales. Oui, c'est pas évident que le territoire, c'est avant tout une construction sociale, c'est-à-dire que c'est effectivement ceux qui pratiquent. C'est pour ça qu'on va parler, nous, plus volontiers
d'espace, de pratique d'espace, de maîtrise d'usage des espaces comme lieu de recomposition des territoires, et aussi comme manière aussi d'inverser cette construction à la fois idéologique et aussi économique des territoires autour de la notion de centralité, puisque la périphérie, c'est là où est relégué, alors on va parler de périphérie, il y a même des géographes qui sont devenus célèbres comme ça, la France périphérique. Alors la France périphérique, c'est justement les banlieues, les zones rurales délaissées, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de renverser cette proposition et de dire qu'il y a des nouvelles centralités populaires, justement parce que ces zones sont dites délaissées, où se recompose justement un territoire. Une étude très, très intéressante qui a été faite à Roubaix là-dessus, sur la centralité populaire, mais qui peut très bien, évidemment, se poser aussi comme grille d'analyse dans le milieu rural, où le territoire est pris comme ressource de recomposition économique, et on a développé depuis plusieurs années, entre autres, dans ces espaces-là, tout un travail sur la notion d'économie populaire, qui fait partie d'un des scénarios, d'ailleurs, qu'on aimerait proposer dans notre grille d'analyse auprès des associations, c'est-à-dire comment se recompose l'économie à partir des ressources des territoires au service des habitants du territoire, et donc est dissocié justement du modèle économique dominant, donc qui forme des nouvelles centralités, quoi. Merci. Charles Benoît Itzig. Merci pour cette question, parce qu'en fait, elle est au cœur de nos travaux. En créant le Rameau en 2006, la question était de dire co-construction du bien commun, par où on part. On sait qu'il y a trois réalités. Il y a la réalité des acteurs, et on a pris ceux qui étaient le plus loin sur l'échiquier, c'est-à-dire les structures d'intérêt général d'un côté et les entreprises capitalistiques de l'autre. On sait qu'il y a les domaines d'action, et on sait qu'il y a les territoires. Et objectivement, si on nous avait dit qu'est-ce qu'on va découvrir en chemin, puisque l'idée était vraiment de découvrir en chemin ce qu'on allait voir, c'est-à-dire comment s'appliquent les acteurs, comment ils travaillent ensemble. Deuxième point, finalement, est-ce qu'il y a des spécificités domaine par domaine, et troisième point, territoire par territoire. On aurait pu parier que c'était les domaines qui allaient intervenir. On ne travaille pas ensemble si on est sur l'emploi de la même façon que si on est sur l'environnement. Et en fait, cette question-là est arrivée tout à fait secondaire. En revanche, celle qui est arrivée quasiment dès notre création, c'est-à-dire à peine 18 mois après, c'est celle du territoire. On ne fait pas alliance, et on ne peut pas faire alliance de la même façon à Lille, Paris, Marseille, ou bien évidemment la plus belle ville de Reims, puisque vous l'aurez reconnu pour ceux qui savent les racines importantes qui peuvent être les miennes. Finalement, cette question est intéressante parce que en 2008, on a créé avec la Caisse des dépôts, parce que les problèmes, c'est que les partenariats, les alliances, il n'y avait pas de données, il n'y avait pas de chiffres. Donc, comment est-ce qu'on peut observer quelque chose sur lequel on n'a pas de données? Donc, avec la Caisse des dépôts, on a créé en 2008 l'Observatoire des partenariats pour se donner, par des plans quinquennaux successifs, la capacité à avoir des données statistiques et scientifiques fiables que l'on puisse suivre dans le temps. Et on commence, après 12 ans, à avoir maintenant une certaine série de données qui nous aident à comprendre ce qui se passe réellement dans la tête de nos concitoyens, de nos maires, de nos dirigeants associatifs et de nos dirigeants d'entreprise, puisque c'était les 4 axes sur lesquels on souhaitait savoir comment chacun se positionnait sur ce sujet. Et la question du territoire s'est imposée tout de suite. C'est-à-dire que finalement, cette notion de comment je réinvente en proximité sur le territoire quelque chose, elle est bien évidemment totalement déterminante. Pourquoi? C'est exactement comme quand on fait de la recherche scientifique. Avant de vouloir dire qu'on va pouvoir produire un médicament en masse qui va soigner l'ensemble du monde entier, on commence sur la paillasse. Et bien finalement, le territoire, c'est une forme de redécouverte que si nous voulons avoir une vraie capacité à faire société, il faut déjà commencer à réinventer en proximité cette capacité à faire société. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on voit bien, et nos travaux, puisque depuis 2008, de ce fait, on a lancé un programme de recherche sur la co-construction territoriale, je donnerai juste 2 chiffres. 76% des maires disent aujourd'hui que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction impliquant à la fois habitants, associations, entreprises et eux-mêmes en tant que collectivité. Mais 46% d'entre eux n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est traversé par une volonté, une capacité des acteurs finalement à faire différemment, parce qu'on voit bien les bouts du modèle auquel on est. Comme ça a été rappelé, on voit bien que le modèle s'est arrêté dans les années 70 et on est en train de prendre conscience, et c'est normal sociologiquement parlant 30 ans après, que quelque part, là, il faut quand même qu'on bouge largement parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là où le territoire prend tout son sens. C'est-à-dire la capacité à réinventer très concrètement en proximité
des choses qui permettent à répondre réellement avec pertinence et non pas avec performance sur le sujet traité. Et là, c'est bien évidemment pour ça que les associations d'intérêt général sont à la manœuvre sur les territoires, et ça, nos travaux le montrent aussi très bien. Et c'est dans ce cadre-là, et dans ce contexte-là, que selon nous, il faut réinscrire la question de l'évolution des modèles socio-économiques associatifs, parce que bien évidemment, le rôle de chercheur de terrain, d'expérimentateurs de terrain que sont les associations, qui est avec le lieu d'expérimentation et le lieu finalement de l'engagement, qui sont les deux fondements du secteur associatif, bien avant celui de pouvoir éventuellement être opérateur sur quelque chose, et bien dans ce fondement, ça ne peut être qu'en proximité et sur les territoires sur ça invente. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à regarder les résultats des études phares sur comment est-ce que nos concitoyens, les maires, les dirigeants associatifs et les dirigeants d'entreprise perçoivent les fragilités de leur territoire. Bien, c'est là où, quand on regarde ces données, on comprend tout de suite pourquoi on ne peut pas arriver avec une logique globalisante et standardisée partout, parce que, bien évidemment, d'un territoire à l'autre, d'une réalité à l'autre, finalement, les priorités et les positions des uns et des autres sont complètement différentes. Merci. Peut-être d'autres réactions. Je vois Anne-Claire de Vosges. Donc bonjour, je suis Anne-Claire de Vosges. Je pense que je suis toujours administratrice. Voilà, excusez-moi de mon absence ce matin. Non, alors moi je suis dans le petit groupe qui travaille, qui vous a rencontré en amont. Je voulais déjà vous remercier pour cette présentation croisée. On a cette chance quand même d'avoir aussi passé quelques semaines là, à vous avoir lu et à vous avoir croisé sur différents registres. Donc de vous entendre comme ça, c'est effectivement à l'image du travail que nous souhaitons proposer. Donc vous l'avez compris, il y a un enjeu, une grande frustration, un enjeu politique. Donc peut-être vous répondrez plutôt en atelier parce que je vois que le temps est court, mais l'enjeu politique qui est sous-jacent à tout ça quand même, c'est d'être aussi reconnu, soutenu pour ce que nous sommes. Donc dans vos 4 manières de regarder ce que nous sommes, il y a aussi un rapport à notre identité. Notre identité jeunesse, notre identité éducation populaire, notre identité citoyenne, notre identité de mouvement, de fédération, notre identité locale, notre identité internationale, notre identité outre-mer. Voilà. Je pense que c'est important de vous le redire là. Et donc, ce que je me posais comme question, et que je vous ai posé un peu en amont, mais qui n'apparaît pas dans votre présentation tout de suite, je pourrais repréciser en atelier cet après-midi, c'est effectivement quel rapport vous avez, vous, dans chacune de vos sphères de recherche, d'expérimentateurs, de chercheurs, de trouveurs, j'espère aussi, à cette identité qui est la nôtre. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un levier pour l'expérimentation? Voilà ma question, mais elle peut trouver tout à fait réponse, je pense, et témoignage cet après-midi dans les ateliers. Je vous remercie en tout cas. Merci. Vous voulez tenter une réponse très courte? Très très courte. Une toute petite chose. Dans ce qu'on a prévu de faire, il y a une dimension très importante qui est la question de l'évaluation, mais pas au sens classique du terme où on évalue pour savoir si on est arrivé à atteindre ce qu'on avait prévu de faire, etc. Donc, derrière l'évaluation, il y a aussi la dimension de mise en valeur, de révéler justement la valeur de ce qui se fait. Et nos dispositifs sont aussi des dispositifs d'évaluation dans ce sens-là. C'est-à-dire l'intérêt de partir par la pratique, mais je pense que c'est vrai pour tous mes collègues là pour le coup, l'intérêt de partir par la pratique, c'est aussi une manière d'évaluer, au sens donc du coup de donner de la valeur sur la base de l'activité, de repérer la valeur de cette activité. Donc c'est effectivement dans le champ, absolument dans le champ. Simplement aussi, ce qui nous apparaît aussi important, c'est comment justement nous on travaille avec il y a un croisement évidemment tout à fait logique entre la recherche-action qui a pour but une transformation sociale par le savoir et le projet évidemment de l'éducation populaire. Et c'est pour ça qu'on croise depuis une vingtaine d'années les réseaux. Et surtout, mais à un moment donné, c'est comment justement comment reconstruire un récit collectif. Voilà. Bon, nous, c'est une base à l'heure où on est plutôt au storytelling, c'est-à-dire à l'individualisation du récit. Comment se rapproprie cette histoire collective, et notamment avec une nouvelle génération d'acteurs.
et comment se reconstruit ce récit dans ce croisement-là. Donc là, c'est aussi un élément pour nous de l'expérimentation. Pour nous, merci pour cette question parce qu'elle est essentielle. C'est le levier, c'est-à-dire que on a eu la chance de travailler beaucoup avec le sanitaire et social, avec l'environnement, avec l'insertion, avec de très nombreux prismes. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les 266 associations, il y en avait très nombreuses d'éducation populaire. Mais on n'a jamais eu l'opportunité d'avoir, puisque comme je le disais, tous nos travaux de recherche sont en co-construction, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une envie des gens avec lesquels on travaille d'étudier ce sujet-là. On ne va pas l'étudier un sujet tout simplement parce qu'on décide un matin en se levant qu'on a envie de l'étudier. C'est vraiment un cheminement en commun. Et on est vraiment très heureux et je dois dire très fiers d'avoir été choisis parce que justement on va découvrir la question qu'elle vous voulez poser à travers nos propres travaux. C'est-à-dire, finalement, quel est le prisme par rapport à cette identité GEP, quelles sont les spécificités, finalement, qui peuvent ressortir par rapport à l'ensemble du secteur associatif d'intérêt général. Finalement, ça, c'est vraiment des sujets qui, pour nous, sont essentiels. Et vous l'avez dit, et je pense que c'est vraiment le point essentiel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a une valorisation, non pas dans le sens économique, mais dans la valeur sociétale qu'a cette action associative d'intérêt général. Pour nous, elle est essentielle. C'est pour ça que nos travaux de recherche ont commencé par là en 2006. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, où ces travaux sur le modèle socio-économique, on commence à avoir une certaine maturité sur le sujet, on est vraiment très fiers de pouvoir commencer un chemin ensemble. Donc pour nous, loin d'être un frein, au contraire, c'est vraiment un énorme levier avec une grande, finalement, force de la jeunesse et de l'éducation populaire, c'est que par rapport au secteur traditionnel, c'est transversal. Donc on ne pourra pas l'appréhender dans la logique de silo telle qu'on peut la connaître par ailleurs. On sera de toute façon obligé d'avoir une vision transversale, donc écosystémique, donc finalement extrêmement instructive, si jamais on la fait en proximité avec le territoire, c'est-à-dire pour se redonner un territoire d'observation qui a du sens. Et ça, pour nous, c'est vraiment sans doute dans nos travaux sur le modèle socio-économique sur lequel on était en train de se questionner sur quelle pouvait être la prochaine étape. Là, vous nous avez redonné du grain à moudre pour les 10 prochaines années, donc merci beaucoup. Une dernière réaction peut-être ? Le micro arrive. Jean-Claude a parlé de territoire, vous avez parlé de renouvellement, de reconstruction, enfin voilà, de transmission, nouvelle création. Moi, c'est la question de l'engagement qui change aussi. On a parlé du territoire. Jean-Claude a raison de dire que le territoire, c'est quelque chose de très mouvant et à reconstruire aussi. Mais l'engagement, la place des individus dans le collectif, du collectif pour travailler ensemble. Enfin bon, c'est aussi un autre sujet que n'a pas abordé. Vous ne pouviez pas tout aborder, mais pour moi, c'est un élément qui nous touche de près parce que par rapport, je remercie Anne-Claire d'avoir reposé les questions de l'identité. Par rapport à l'éducation populaire, ce qui fait vraiment, qui est déterminant, c'est la place de l'engagement quand même dans notre projet. Avec une ambition, mais c'est aussi... voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce travail. Et je voulais, sur le fond, redire quand même que si, et je vous remercie tous d'être là, d'être auprès du FONGEP pour conduire ce travail qui est ambitieux. Je ne sais pas si on arrivera au port, mais en tout cas, on va tenter collectivement. C'est que les 4 présentations, là, il y en a une qui est lancée. Il y a un appel à projet qui a été lancé, c'est celle de Jean-Louis Laville. Les 3 autres, vous êtes tous invités à répondre. Je le redis parce qu'on ne l'a pas dit de la journée. C'est pour ça que les ateliers de cet après-midi ne sont pas que théoriques. Ils sont aussi la possibilité pour vous de mieux comprendre et de vous positionner pour ensuite répondre à cet appel à projet qui va être donc sur des approches plurielles. On le voit sur des choses qui traversent et qui sont un peu transversales vous tous, mais aussi qui vous distinguent. Donc c'est ça qui est intéressant, mais aussi qui visent, et on a essayé de tenir compte des territoires, avec le Limousin par exemple, mais aussi des formes, des natures d'associations. Il y a des associations locales, il y a des têtes de réseau, et ben on a essayé d'en tenir compte.
Donc on a essayé de faire varier tous je remercie et Jean-Michel Bocquet et Anne-Claire Devosges qui ont piloté ce groupe pour identifier les équipes et de caractériser un peu les appels à projets, parce que c'est aussi ça qui va nous permettre d'avoir un panel assez large sur lequel on pourra s'appuyer à la fin de l'expérimentation. Donc je voulais vous dire que voilà, cette présentation, tout ça est conduit par la DASI, mais c'est aussi tout à l'heure des précisions et ensuite des appels à projets. Et je sais que vous avez été très nombreux et je sais qu'on a fait beaucoup de déçus parce que finalement c'est des petits groupes qui sont identifiés pour pouvoir rentrer dans ces expérimentations. Celle de Jean-Louis Laville, c'est 6 associations. C'est vrai que ça ne recouvre pas l'ensemble des adhérents du FONGEP. On en a bien conscience. Mais l'idée, pour nous, c'est de partir de petits groupes pour ensuite élargir. Hein. Donc, je crois qu'il y a 200 associations qui avaient répondu à l'appel à projet de Jean-Louis Laville. Donc, j'espère que pour les autres, il y aura autant de demandeurs. Mais ne soyez pas frustrés. On retrouvera ensuite le format pour que nous élargissions les cercles. Voilà. Merci Nadine, j'ai envie de dire c'est une excellente quasi-conclusion pour cette très très belle table ronde, puisque oui, ce sont une première recherche-action qui est lancée, 3 qui vont se lancer, et nous étions assez peu l'année dernière, on vous a présenté un cadre de travail. Aujourd'hui, avec cette table ronde, on vous présente plus qu'un cadre de travail, des recherches-actions. Autant dire que l'AG de l'année prochaine, on vous présentera des choses très intéressantes dont je suis bien incapable de vous donner la teneur, mais qui a pour objet, c'est bien ce que disait Nadine, de servir l'ensemble des structures associatives du monde GEP et donc vous tous.